On time. On time. L'émission bien dans son temps. On time. On time. Bonne soirée à tous, nous sommes le mercredi 15 mars et on est parti pour On Time ce soir. Comme d'habitude, on passe un très bon moment ensemble avec plein de choses. Comme d'habitude, chaque semaine, la revue de la semaine, les questions entre amis, le voyage autour du monde. Et ce soir, Aurélien est avec nous. Comment ça va ce soir ? Ça va bien et toi Pascal, bonsoir tout le monde. Ça va très très bien, très bien. Comment se passe ta semaine ? Bah écoute, plutôt pas mal. Franchement, semaine agréable. Le temps est pas dingue, mais je crois que chez toi c'est pas non plus fameux, donc je crois que c'est partout dans le monde. Oui, c'est passé. Ça pleut un point, oui, un rien. Bon, je comprends. Il n'y a pas de souci. Et ce soir, donc du coup, pour le voyage autour du monde, pour te répondre, on va en Norvège, histoire de se l'écailler. Et oui, on reste dans le thème, dans le bon thème. Voilà. Et oui, on va voir si Vinka va pouvoir nous rejoindre ce soir. Mais en tout cas, nous, on a un programme de fou, comme je l'ai dit plus tôt. Et je pense qu'on va partir dès maintenant, sans transition, avec la revue de la semaine. Et on va peut-être choper Vinka dès qu'elle arrive dans l'émission. On time. On time. La revue de la semaine. Et oui, chaque semaine, avant de partir dans des contrées un peu loin, on va passer un peu en France, ou du moins sur Internet, avec la revue de la semaine. Et on va commencer par TikTok. Oui, voilà, c'est réseaux sociaux ce soir. Donc, apparemment, une nouvelle tendance, TikTok, c'est de manger une orange sous la douche. Alors, pourquoi, à ton avis ? Alors, je sais pas pourquoi. Quand j'ai vu ça sur le conducteur, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire encore ? Ah bah, il y a Vinka qui vient d'arriver. Bonsoir, voilà. Vinka. Bonsoir, Vinka. Coucou. Comment ça va ce soir ? Ça va très bien. Je suis ravie de vous voir ce soir. J'espère que vous m'entendez parce que j'ai fait aucun réglage. Je sors à peine du pyjama couche. Je suis là. Bah, bizarrement, quand tu règles rien, tout va bien. c'est la magie. On t'entend nickel. Là, franchement, il y a pas un bug. C'est la première fois. Oui, mais alors, attendez. J'ai mon micro et j'ai mon casque. C'est pas exceptionnel non plus. La semaine dernière, d'accord, j'étais en direct de la baignoire. C'est un peu chelou. Mais... C'est vrai. Mais ouais, non, franchement, t'entends nickel. Ça va bien, Vinka ? Ah, ça va très très bien. Je suis vraiment ravie d'être là ce soir avec vous. J'ai hâte qu'on se voit. J'ai hâte de tout ça, quoi. Ah bah ouais. En plus, Pascal était en train de nous partager une info où il y a des gens qui se prennent en vidéo en train de manger des oranges sous une douche. Ah oui, okay. On a commencé la revue de la semaine et donc, à ton avis, pourquoi on fait ça ? Donc, apparemment, une tendance sur TikTok, c'est de manger une orange sous la douche. Pourquoi ? Alors, sans doute, est-ce qu'on parle du fait que TikTok est de plus en plus controversé quant au contenu débile que ça véhicule ? Ah non, mais oui, parce que c'est peut-être la principale raison pour laquelle des gens mangent des oranges sous une douche. Non, mais il doit y avoir une raison, c'est pour un challenge ou un truc dans le genre, non ? Apparemment. Est-ce que tu as une idée ? Sincèrement, pourquoi des adolescents s'envoyaient des buckets de glaçons il y a 10 ans ? Il n'y a aucune raison à ça. Vraie raison ontologique. Il n'y en a pas. C'est débile. Apparemment, pour cette fois, ils ont une raison. Ils nous disent que avec la vapeur chaude, ça va faire sentir bon dans votre salle de bain, ça vous donne de l'énergie, de la motivation pour affronter votre journée. Donc... Ah oui, c'est juste ça en fait. Parce que Vinka a parlé de l'Ice Bucket Challenge. À la limite, encore, c'était quelque chose parce que il y avait des dons qui étaient donnés derrière pour les personnes. C'était pour la maladie de Charcot, pour être exact. Là, si c'est juste pour se donner de la pêche, bon. Sincèrement, moi, je me tape une bonne pignole le matin. Je peux vous dire que ça me met en forme. Oui, mais ça passe pas sur TikTok sous la douche. C'est ça, voilà. C'est la nuance, elle est là, peut-être. C'est sur un autre réseau. Donc oui, apparemment, pour ceux qui veulent, prenez une orange le matin. Apparemment, ça fait bon dans votre salle de bain et ça a rassemblé 8 millions de vues quand même. Hein. C'est 8 millions de personnes qui se disent « Allez, je vais faire pareil, je vais prendre une orange pendant que je me douche. » C'est tendance, ils ont dit. Vinka, est-ce que tu nous ferais la même chose demain pour les réseaux de C9 ? Non, parce que je pense pas que ce sera aussi glam que toutes ces TikTokeuses qui sont toutes fraîches d'ailleurs quand elles sont sous leur douche. Dans la vraie vie, t'es pas fraîche comme une TikTokeuse sous la douche. Non, personne n'est frais sous la douche le matin généralement. T'as besoin de te réveiller plutôt. C'est ça. Mais bon, donc j'essaierai de faire juste pour voir. Ouais, j'essaierai pour voir quand même si ça donne de la pêche quand même le matin. Je suis pas sûr, hein. Franchement, je vois pas la vertu scientifique et tout qu'il y a derrière, mais bon, pourquoi pas. Hein. Non. Le fait que le fait que l'orange c'est dynamisant, ça s'est connu depuis toujours, parce que tout ce qui est les petits huiles essentielles à l'orange, à vaporiser le matin, c'est connu ça.
Donc c'est pas non plus, elles sont pas sorties de nulle part. Et le fait que la vapeur d'eau et que la chaleur, ça diffuse mieux les odeurs, c'est pas, elles ont rien inventé, c'est juste que c'est plus joli et que j'imagine que c'est des femmes et que du coup la cause des femmes n'avance pas parce qu'on est des femmes à moitié nues sous une douche avec des oranges. Voilà. Tu dois sentir l'orange en plus parce que avec la vapeur et tout, tu dois sentir l'orange. J'aime pas le matin sentir l'odeur d'orange, genre dans le métro ou n'importe. L'odeur d'agrumes là comme ça me mérite le matin. Mais après, j'aime bien les oranges, mais alors le matin comme ça. C'est dur. C'est les odeurs fortes. Le matin, t'as envie de voir d'autres choses. Et en parlant de mauvaises odeurs, on va partir du côté du rugby cette fois-ci. Parce que il doit y en avoir cette fois-ci. Et donc apparemment, ça s'est passé en France sur Canal+. Un joueur de rugby a été interviewé en plein milieu de match, alors que le match n'était entièrement pas fini. Donc le journaliste de Canal+ arrive tranquillement comme une fleur dans le match. Et donc on peut le voir qu'il essaye d'interviewer et d'un coup le joueur il se dit mais qu'est-ce qui se passe ben l'arbitre n'a pas sifflé. Mais il repart dans le match. Non. Eh oui. Alors c'est très particulier quand même. Il doit y avoir un quiproquo quand même parce que là pour le coup il y a quand même les joueurs qui se sont arrêtés, plus le joueur il est venu, plus il y a Canal qui est venu donc du coup tendre son micro pour l'interview parce qu'il faut l'installer quand même le petit panneau derrière avec les sponsors donc c'est qu'il s'est passé quelque chose. Apparemment, c'était dans un match de Pro D2. Donc, excusez-moi si je prononce mal les choses. Non, c'est bien Pro D2, ouais. Opposant Oyonnax à Coulommiers. Voilà, je vais dire les choses correctement. Yes. Et donc, apparemment, la rencontre n'était pas terminée. Et donc, Kevin Le Breton s'est présenté devant le panneau publicitaire avec les sponsors. Et donc, il a été interpellé et on lui a dit il n'a pas sifflé une personne. Donc, il était obligé de revenir sur le terrain. C'est exceptionnel. Il s'est fait gueuler dessus pour revenir jouer. C'est énorme. Mais est-ce que vous avez ça aussi dans votre vie professionnelle ? Moi, j'ai des gens de ça dans mon boulot. C'est-à-dire que tu es en train de faire un truc hyper important. Par exemple, moi, tu es face à 30 adolescents. Et là, il y a quelqu'un qui toque en plein milieu de ton cours, qui vient te dire « excuse-moi, je voudrais te parler de ton changement d'heure ou de cours de la semaine prochaine. » Vous avez cette personne-là qui intervient à n'importe quel moment dans votre vie ? Ça t'arrive fréquemment, visiblement. Non, je l'aime beaucoup, mais j'ai toujours un collègue qui arrive toujours en plein milieu. T'as beau lui dire, je suis en cours. Je dis, oui, mais ça prend 3 minutes. Je dis, oui, mais je suis quand même en cours. Il faut quand même que je lui réponde. Moi, ça m'amuse beaucoup parce que c'est pas grave. Ils foutent le bordel un petit peu pendant 3 minutes et après, ça leur fait une micro-pause. Mais toujours, ça m'amuse beaucoup. Alors, vas-y, Aurel. Ouais, on a toujours ce collègue qui arrive toujours un peu au mauvais moment. Il y en a pas trop. Par contre, il y a quelqu'un, c'est en vrai, c'est pas une blague, qui venait à chaque fois, genre on était en plein travail, mais le mec, il nous tenait la grappe pendant des heures. C'était dans une grosse société où je travaillais avant, c'était Jacques Lang. L'ancien ministre de la Culture, et qui arrivait pour les jeunes. Voilà. Et sauf qu'il adorait discuter avec nous et donc il arrivait genre il était 15h, ce qui venait de terminer genre un portrait ou un truc d'interview pour un documentaire sur France 3 et il arrivait et dans la cellule où on travaillait et sauf que au début il discutait comment ça va etc, sauf qu'on se tapait jusqu'à 18h. Impossible de s'en dépatouiller et finalement la journée était finie. On va continuer dans les anecdotes dans le genre des gens qui nous embêtent. Moi c'était il y a quelques années quand je travaillais encore au bureau et donc il faut savoir que moi c'est une chaîne de médias donc CBS c'est un peu l'équivalent de TF1 aux États-Unis. Et donc, en gros, on était au bureau, on travaillait à coder, etc. Et parfois, ils utilisent le bureau en tant que décor. Donc, tu avais le caméraman qui arrivait, la journaliste, la présentatrice, avec la lumière qui est à fond sur nous à chaque fois. Et donc, ils nous faisaient ça de temps en temps. Donc, tu vois, c'était assez embêtant de travailler avec la personne qui parlait si fort non-stop. Et donc, il y a un moment, il y avait mon collègue qui en avait marre et qui avait fait semblant qu'il était dans un meeting. Et donc, il parlait super fort et donc, eux, ils ne pouvaient pas filmer. Et donc, tu les voyais pendant 2 heures, ils étaient comme ça, en train d'attendre que mon collègue finisse. C'était un peu sa revanche du mec qui nous embête chaque fois, qui nous interrompt chaque fois en train de, tu vois, on est dans notre réflexion et on ne veut pas qu'il nous embête. Et donc voilà, pour l'histoire, et je pense qu'ils depuis ils nous ont jamais utilisé en décor et donc ils sont partis autre part.
Mais voilà, c'est génial. Voilà. Ouais, mais apparemment, c'est la grande mode de faire les trucs comme ça de vidéos en mode newsroom, où il fallait être au cœur de la rédaction, etc., avec les gens qui travaillent. Aujourd'hui, ça c'est plus trop. Il y a que France Info, par exemple, qui le fait en France, où ils filment la matinale en direct de la rédaction. Et pareil, les gens, ils ont eu un petit peu marre au bout d'un moment, donc ils ont séparé certains studios pour que ce soit un petit peu moins la galère. On peut comprendre. Ah, mais ouais. Mais oui, voilà, donc les anecdotes où les gens nous embêtent pendant notre boulot. Mais bon, sans transition, on va continuer encore dans les odeurs, parce qu'on est parti avec les oranges, avec les joueurs de rugby. Et maintenant, on va partir avec les fans. Oui, une star japonaise demande à ses fans de se laver avant d'aller à son concert. Oui, apparemment, c'est le cas, apparemment. Donc, je crois que c'est une chanteuse, donc une japonaise très connue, doubleuse d'animé apparemment, et donc elle est très connue au Japon, et apparemment elle a fait un guide de survie, donc je vais vous donner ça en image. Elle a fait donc vraiment une indication: lavez-vous en dessous des bras, ne prenez pas des non. Ah, c'est vraiment assez particulier, donc c'est fou, parce que c'est quand même une société hyper hygiéniste quand même, hein. Oui. Parce que je veux dire que limite qu'une star japonaise venant en France dise à son public français de prendre une douche avant, je trouverais ça à la limite logique, puisque les Français puent la bière, l'alcool, tout ce que tu veux. Où que tu ailles, ça pue quelque chose en France, notamment nos salles de concert. Pourquoi pas? Mais là-bas, non. Ou alors je me trompe complètement. Sur ce que j'ai compris. Après, il faut savoir que c'est aussi des fans de animé, de manga. Donc peut-être c'est les adolescents. Voilà. On va rentrer dans le cliché du geek qui pue. C'est ça, voilà. J'ai pas dit geek, j'ai dit adolescent. Et un adolescent, ça pue. Ça, je peux le certifier. Et donc, donc c'est pour ça que vous voyez le guide. Il y a tout, hein. Il y a vraiment, vous devez prendre le déodorant, les lingettes antitranspiration, le shampoing sec. Il y a vraiment un guide complet. Donc, je sais pas si d'expérience pour cette chanteuse, mais c'est particulier de faire ce genre de guide avant un festival. Un festival ou un concert? Un festival, c'est fou. Alors c'est un festival, mais je pense que c'est un concert d'elle pendant le festival. Ça doit être ça. Ah d'accord, ouais. Non, parce que là encore, tu peux sortir tout ton truc, mais ça marche pas à l'UMA. À la fête de l'UMA, les gens rigolent. Moi, je rigole. Parce que oui, c'est peut-être le festival, comme tu dis, c'est plusieurs jours sans se doucher. Et donc, c'est pas idéal. Je vous explique comment rester un tout petit peu clean pendant 3 jours de festoche, quoi. À la limite, ça se tient. Ouais. Je sais pas si tu as déjà fait des festivals, mais c'est vrai que c'est très compliqué quand même pour rester propre. Ouais. Moi qui suis un peu maniaque de la douche et tout, etc. Bon, quand t'es en festival, il y a tellement d'alcool et d'abus que t'oublies pas mal de choses. Mais c'est vrai que finalement, en fait, c'est limite à laver tes chicots, parce qu'il faut bien quand même se laver les dents, et se passer un petit coup de lingette, en gros, pendant 4 jours de festival, quoi. Et quand tu sors de festival et que tu rentres chez toi et que tu prends une douche, putain, t'as du noir dans dans la baignoire, c'est ça là. Ah, ça sent la merguez. Ah non mais ouais, c'est ça, c'est très très compliqué de rester propre dans les festivals, mais bon. En tout cas, on va terminer avec les odeurs et on va partir dans la prochaine rubrique qui sont les questions entre amis. On time, les questions entre amis. Et chaque semaine, on se pose des questions, et cette semaine, on part du côté de l'influence. Et oui, toutes les questions cette semaine sont basées sur l'influence. On va commencer avec la première qui est plus, on va dire plus adaptée pour Vinka, mais peut-être nous on va trouver des réponses. Quels livres ont eu la plus grande influence sur toi? Donc on va commencer vers Vinka, je pense. Ah, mais c'est bien, c'est le problème. Mais peut-être qu'Aurel, il aurait plus vite la réponse que moi, parce que des livres, il y en a eu beaucoup dans ma vie qui ont compté. Je dis toujours parce que ça a beaucoup compté quand j'avais à l'âge où, en fait, c'est les livres qui comptent pour toi, je pense qu'ils comptent grosso modo à la fin de l'adolescence, l'âge où tu réfléchis vraiment à ta vie. Et j'irais les Mémoires d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir, parce que j'ai pris conscience de pas mal des choses qui construisaient ce qui faisait mon histoire et son histoire, et ça donne envie de s'émanciper de ces codes-là. Et qu'est-ce que j'ai lu d'autre qui a beaucoup fait réfléchir dans ma vie? J'en ai déjà parlé, mais les Chroniques de San Francisco, ça m'a fait voir complètement différemment le monde et de percevoir différemment la relation aux gens,
Voilà. Après, ça, c'est vraiment des lectures que j'ai faites quand j'avais, à l'âge où tu réfléchis à ce que tu dois devenir, tu construis ta personne. Après, aujourd'hui, j'ai lu plein d'autres livres qui m'ont plu, mais pas autant que ces 2 livres qui vont renverser un peu ma vision du monde, qui m'ont déconstruite. D'accord. Non, mais c'est un déclic pour toi, en fait. Ouais, et encore, je pense qu'il faudrait que je les relise encore aujourd'hui, parce on peut se déconstruire à 17 ans aujourd'hui, je me rends compte que j'ai reconstruit un truc, il faut encore que j'explose. Enfin bref, je digresse. Et toi, Aurèle, est-ce que tu es très lecteur? Est-ce que tu as aussi des livres qui t'ont influé? Je crois que c'est le livre de Marc Duguin. Alors c'est un romancier qui a été patron, qui a été aussi directeur de rédac, etc. et qui a pas mal d'accès en fait dans tout ce qui va être espionnage, dans des milieux un petit peu bizarres. Et c'est là où tu t'aperçois que y a une face du monde qui est vraiment très sombre. Et donc, on connaîtra jamais probablement beaucoup de vérité. Et c'est là où tu passes d'un monde où tu te dis ouais, t'es en sécurité, t'as grandi dans une enfance où on te protège un peu de tout, et finalement en fait cet auteur il te met une grosse claque dans le sens où il y a tellement de choses sur lesquelles on ne sait rien en fait que c'est flippant. Donc il montre vraiment ce côté sombre, et je suis passionné parce qu'à chaque fois que j'ai un de ces livres en main, je commence à 18h et je lis jusqu'à 2h du matin. C'est-à-dire je peux pas terminer le livre le lendemain ou l'après-lendemain, c'est que je le mets d'une traite. C'est vraiment c'est quelque chose qui me passionne, ouais. Non, mais c'est fou. Et toi, Pascal? Alors moi, ça va être très différent de vous deux. Parce que moi, c'est pas des livres qui se lisent vraiment de français. C'est plus des livres, vous connaissez, je suis un peu geek, tu vois. Ouais. C'est plus des livres de très jeunes, c'est des livres de mon père. Et c'était des quoi? C'était des livres de code. C'est rigolo. Oui. Donc, je vais vous montrer. Attends, je vais chercher un peu un livre. Attendez, bougez pas. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Le genre de livre que je lisais, en fait, c'est plus des livres qui sont assez gros comme ça, tu vois. Donc, c'est des livres comme ça, par exemple. Dans la Bible. Donc, par exemple, là, c'est comment réussir. Pour les nuls, quoi. C'est un peu ça. C'est comment. Et justement, ça devait être ça. Ça devait être un livre pour les nuls que j'avais à l'époque de mon père. C'était genre apprendre à faire un site web pour les nuls. Après, j'ai dit, oh, c'est sympa, je vais essayer. Donc, je vais apprendre ça. Et donc, au fil à mesure, ça m'a influencé à devenir un développeur, etc., à faire le côté logique, donc un peu moins littéraire, mais plus logique. Et donc, maintenant, je continue toujours à lire, hein, quand même. Donc, tu vois, c'est du livre, mais c'est du code, quoi. C'est du. Si on peut voir, on peut pas voir parce qu'il y a trop de lumière. Ouais. Mais c'est du code, quoi. Et c'est gros parce qu'il y a beaucoup de code. Mais voilà, moi, c'est mon genre de livre. Ah, mais ça t'a façonné dans ce que tu es devenu aujourd'hui. Oui, c'est ça. Limite, il y a que tout. C'est ce livre-là qui a vraiment changé ta vie. Nous, c'est des livres qui m'ont plu, mais qui m'ont pas changé ma vie. Toi, c'est vraiment des livres qui ont changé ta vie parce que c'est des livres qui font ce que tu es aujourd'hui. Ouais. Non, c'est vrai, c'est plus ça qui m'a influencé. En vrai, je voulais pas suivre forcément mon père dans sa carrière, mais j'ai vu ses livres, j'ai vu, c'est sympa, je vais pouvoir tenter de faire mon site, je vois ça, son livre, je fais ça. Parce que oui. Il travaille là-dedans aussi? Oui, il travaille là-dedans. Ah oui, c'était pas. Ouais, d'accord, mais c'est pas un livre qui traînait, qu'on lui avait offert pour son anniversaire, pour lui faire une blague, créer un site pour les nuls. C'est encore plus beau. Enfin, je trouve ça amusant. Non, mais c'est marrant pour le coup, mais bon, après, hein, c'est un peu ce qui m'a fait vouloir, mais pas vraiment lui, parce qu'au début, moi, je jouais juste à des jeux, etc. Mais c'est voir ce livre, lire et voir ce que je pouvais faire, parce que nous, à l'époque où ces livres étaient là, nous, on n'avait pas Google, on n'avait pas tout disponible sur YouTube. On devait utiliser des moyens un peu plus vétustes, on va dire, pour apprendre ce genre de choses. Ah, c'est génial. Et donc, on va continuer donc sur la prochaine question. Justement, cette fois-ci, c'est au lieu de la carrière, c'est qui a eu la plus grande influence sur votre caractère? Donc, côté influence. Caractère ou carrière? Caractère, cette fois-ci. Ah. Donc, ça peut être, je sais pas, ça peut être votre père qui vous a le plus influencé, votre mère, votre frère, votre sœur,
Moi, je sais que mon gosse, il est très influencé par moi à fond. La mère, elle est pas très contente, mais mon gosse est la copie de moi, en gros. C'est mon caractère copié. Il te pique, du coup, le livre de code, du coup. C'est ça, voilà. Non, c'est assez fou. Mais moi, je suis étonné. C'est vraiment mon caractère et il copie personne d'autre. C'est surtout moi. Donc, je sais pas pour vous, qui, à votre avis, a le plus grosse influence sur votre caractère? Je pense que c'est ma grand-mère, moi. C'est, sans hésiter. Pour le côté râleur, un peu ronchon des fois. Et pour ça, ouais, par contre, et puis pour le côté bonne humeur et toujours envie de déconner, etc., plus ma mère. Je ne sais pas. Je sais pas. C'est trop le bordel pour dire une personne. J'ai beaucoup de ma mère sur la culture, la lecture et tout ça. Ça, c'est ma mère. J'ai beaucoup de mon grand-père aussi pour la même chose, pour le fait de réfléchir, le fait d'être curieuse, d'adorer l'informatique, tout ça, c'est mon grand-père. Et après, ma grand-mère aussi, pour le goût des trucs à sortir. J'ai trop de monde qui m'ont influencé. Je pourrais faire une thèse, je vais peut-être pas me lancer là-dedans tout à l'heure. Toutes tes questions, je pourrais y passer des heures, en fait. Non, mais c'est vrai, c'est ce genre de questions où parfois il y a plus d'une personne, parfois. Bon, après, parfois il y a des personnes qui influencent plus que d'autres. Mais ouais, par exemple, pour moi, je sais pas, c'est plus mon père et ma mère, mais il y a pas vraiment c'est un peu des deux, quoi. C'est un peu compliqué à voir. Ben oui, c'est vrai que le caractère se forge au fil des années. C'est très dur de pouvoir le tracer, d'où vient ce caractère. Après, à votre avis, est-ce que votre culture influence vos amitiés? Moi, je dirais que oui. Parce que dans tous les cas, tu te retrouves toujours avec des personnes où tu as des points communs. Généralement, la plupart du temps, quand tu pars en vacances ou quand tu vois ton groupe d'amis, enfin, par exemple, tu as tes amis, on va dire, vrais amis ou qui ont toujours été là depuis petit et avec lesquels tu es resté. Et parce que dans tous les cas, vous entendrez toujours bien. Et voilà. Après, tu as des coups de cœur, on va dire, un peu amicaux et professionnels. Et après, tu as vraiment le côté de travail où c'est juste le travail et il n'y aura rien d'autre, il n'y aura jamais plus. Mais c'est comme ça va très bien. Et voilà. Mais oui, je pense que dans tous les cas, ça y fait beaucoup, ouais. Moi, à l'inverse, pour moi, en tout cas, pas trop. Pour moi, c'est vraiment des coups de cœur. Les gens que j'ai gardés vraiment dans ma vie, c'est des coups de cœur qui n'ont pas forcément à voir avec mon environnement culturel, mon environnement. C'est des belles histoires. Et ces histoires, parfois, elles sont liées on échange sur des sujets qui me plaisent, mais des fois, c'est juste des gens que j'aime, mais le côté culture n'a rien à voir. Qui est pas le cœur du truc, quoi. Mais par affinité, par rencontre, par lieu de vie aussi, il fait que. Mais c'est pas le mot culture, il correspond pas à cette histoire-là. C'est vrai que le mot culture est un peu large. J'aurais pu dire plutôt un peu les origines, parce que quand on a par exemple une culture par exemple plus asiatique, peut-être c'est plus dur d'être ami avec eux. Tu vois, par exemple, moi je suis très une culture, je suis né en France, j'ai vécu en France, j'ai été élevé en France, je parle que français, enfin maintenant anglais. Mes cousins au Laos, les amis de mes cousins au Laos, etc. Je ne leur parle pas. C'est très différent, tu vois. J'arrive pas. C'est comme j'arrive pas à parler avec eux, tu vois. C'est des aspirations différentes. Donc oui, je suis allé au Laos. J'ai essayé de leur parler, mais il y a une différence culturelle qui est telle que c'est très dur en fait de se correspondre avec eux. Donc c'est là ce que je veux dire avec la culture. C'est comme moi, au fil du temps, les origines. Un petit peu, parce que moi je suis arrivé aux États-Unis, c'est la culture américaine, j'ai dû m'adapter au fil du temps, ce qui est très différent aussi. Donc c'est pour ça que je veux dire ça va influencer. Il y a des Français sur place, je suis plus facilement ami avec eux. Comme j'avais mon collègue français dans ma boîte, je suis devenu plus ami facilement avec mon collègue français que mon collègue américain. Donc on en parlait, tiens. Ouais, c'était un sujet en plus que j'avais hier avec deux personnes. Exactement le même sujet. Et j'en revenais à un documentaire qui est génial. C'était sur Arte. Il s'appelle, alors j'ai plus le nom du docu en tête, mais ça montre que par exemple en France, en 1970 par exemple, on a essayé de beaucoup mélanger les gens avec les bars d'immeubles, avec les HLM, etc. Et on s'aperçoit en fait que au bout de 10 ans,
et ben en fait c'est que les personnes partent mais pour se retrouver entre eux. Et on voit que les Portugais se retrouvent avec les Portugais, par exemple en région parisienne à Clamart. On voit que les Marocains se retrouvent avec les Marocains, les Tunisiens avec les Tunisiens, les Africains avec les Africains, etc. Donc en fait, et puis c'est rebolote à chaque fois. Ils montrent dans plein d'exemples où ils essaient de le faire. Ça fonctionne peut-être 5 ou 10 ans et après il y a toujours une séparation. Et finalement en fait c'est quelque chose qui est un peu en boucle. Mais c'est assez marrant de voir comment c'est fait un peu et la façon dont les gens finalement voient la société ou comment elles aimeraient le voir. Et finalement, on y revient toujours aux origines. Et ça, je crois que j'avais lu un bouquin comme ça, je sais plus, c'est un neuroscientifique qui disait que ça s'expliquait aussi dans la construction du cerveau, pas l'entre-soi, mais la reconnaissance de l'autre par les origines. Ouais. C'est très amusant ce que tu dis, parce que ça explose à l'adolescence. Quand je vois mes ados à moi, il y a plus du tout, il y a un peu d'entre-soi, mais de moins en moins. Enfin, dans mon groupe d'ados. Non, c'est vrai que c'est... Ça revient peut-être après à l'âge adulte ou par communauté, mais je trouve moins. C'est vrai que c'est un moins quelque lieu chose d'être. Aussi de très français, l'assimilation française. Oui. Et ce qui est moins le cas, justement, c'est un peu un choc culturel pour moi aux États-Unis. Ici, là, tu n'es pas seulement américain, tu es africain-américain. Tu es asiatique-américain. Ils ont tous quelque chose avant américain. En France, on est français. On n'entend pas africain-français, asiatique. Enfin, c'est pas dans les papiers, non. Au moins. Ici, aux États-Unis, dans le papier, tu dois vraiment marquer je suis asiatique-américain. Tu dois le cocher. C'est atroce. Ça, c'est atroce. C'est particulier, quoi. Parce que je crois que j'avais lu un truc sur le fait que la France ne reconnaissait pas l'idée de race, alors que d'autres pays, oui, mais c'est atroce, c'est dégueulasse. Ça ne veut strictement rien dire. Bref. Clairement. C'est l'idée de la race ici, elle y est, sur les papiers officiels d'immigration. Mais bon, partons maintenant sur un sujet toujours influence avec les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes facilement influencé par les réseaux sociaux ? Pas beaucoup, parce que je suis un peu trop libre de tête. Il y en a qu'un seul vraiment qui arrive à m'influencer. Il n'y a qu'une seule marque en vrai, c'est Apple. La seule marque qui arrive à avoir une influence sur moi. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons, mais c'est un truc où, par exemple, je vais pas louper une keynote. Je suis pas en plus je suis assez passionné de technologie et tout, mais je suis pas comme toi ou comme Stéphane ou comme d'autres personnes. Je suis un petit peu quand même en dehors, mais c'est la seule marque où putain quand je vois le nouvel iPhone ou quand je vois le nouveau MacBook, il me dire je peux faire ça et plus avec, etc. Non, il me le faut, machin chouette. Ouais, c'est la seule marque vraiment qui a une influence sur moi. Après le reste, ouais non vraiment rien. Et la cuisine, aussi quand même la cuisine pour le coup sur les réseaux sociaux. Quand tu vois un bon resto bien cuisiné et que c'est bien fait, et que tu dis putain ça j'ai envie d'aller le goûter. Ouais, généralement je note l'adresse quelque part et j'y vais. Ouais. C'est rigolo. Alors, c'est rigolo que tu parles de cuisine, mais moi, j'étais en train de faire la liste des choses sur lesquelles j'ai pu être influencée, éventuellement par un petit peu des réflexions de développement personnel, mais qui m'ont vite saoulée. J'ai essayé plein de trucs. Enfin, j'ai essayé des trucs. J'ai essayé le bullet journal pendant 3 mois. Ça, c'est les réseaux sociaux qui m'ont appris ce que c'était. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose. Par contre, ce qui est amusant quand tu parles de cuisine, c'est que moi, j'adore les réseaux sociaux qui parlent de cuisine. J'adore regarder des chaînes YouTube sur la bouffe. Mais comme vous le savez, sans doute, je cuisine mal. Et j'avais toujours pas compris le problème. Mais j'en ai en parlant avec un copain. Et je me suis dit que voilà, pour moi, je conçois les livres de cuisine, les émissions de cuisine, tout comme une fiction. Comme un roman policier. Je me projette, je m'identifie à la personne qui me dit découpe les oignons. Mais jamais j'envisage de le faire. J'adore imaginer que je pourrais le faire. Mais je cuisine jamais. J'adore ça. Mais c'est ça, de voir ça donne envie de le faire. Et après, peut-être, non, je peux pas, j'ai pas le temps, je sais pas même faire. Même pas envie. J'imagine que je le ferais. J'imagine que je le fais, mais comme quand tu lis, comme tu vois une pièce, qu'est-ce que je ferais dans cette situation, comme à la télé? Moi, je ferais ça. Moi, c'est pareil. Moi, je suis d'accord. Moi aussi, je couperai les oignons. Mais je le ferai jamais. Ouais. Mais c'est vrai que ça peut être une influence de juste vouloir le faire.
Et moi, pour ma part, je pense que je vais être comme Aurel, hein, ça va être la bouffe. Quand tu vois la bouffe sur les réseaux sociaux, ça te donne envie. Genre hier soir, je scrolle sur mes réseaux sociaux, comme parfois le soir, tard, et je vois du bon ramen dans un restaurant à San Francisco avec du wagyu beef, des trucs super bons. Je dis, ce soir, on est parti pour aller au resto. Donc, niveau influence, il est au total, tu vois, il n'y a pas besoin. Donc, on va dire que c'est un peu le truc, mais après, on va dire que c'est le moins dangereux, tu vois. C'est pas comme certains qui suivent des TikTok challenge qui sont dangereux avec manger votre lessive, etc. Donc, on va dire, on est plus mature dans le sens que on est influencé par les bonnes choses, on va dire, et pas les lessives, quoi. Mais c'est terrifiant. Est-ce que vous connaissez beaucoup de trentenaires qui mangent leur lessive? Non, parce qu'il faut me rassurer sur ma génération. que des adolescents de 15 ans bouffent leur lessive parce qu'ils sont innocents. Okay. Mais que des adultes de 35 ans bouffent leur lessive, non? Alors, ça dépend des cultures, encore une fois. Ah, d'accord. C'est pas, oui, parce que tu vois, les cultures américaines de 30 ans, c'est... Oui, voilà. Les cultures américaines de 30 ans, sur TikTok, c'est possible qu'ils font ce challenge débile. Ils bouffent leur lessive. Remarque, si ça rapporte de l'argent, puisque les réseaux sociaux, ça rapporte de l'argent, à la limite, pour combien tu boufferais quand nous on jouait, pour combien tu boufferais ta lessive? Si ça te rapporte 10 000 balles en bouffant une cuillère de lessive, tu les bouffes, hein? Non, mais ça me rappelle. Mais ça me rappelle aussi la culture américaine de Jackass. Je sais pas si vous connaissez Jackass, et les mecs qui font des challenges débiles. Et donc, il y a beaucoup de cette culture de débiles. On va dire, on va être jusqu'au bout, c'est des débiles. Et donc, ils sont là, allez, on est fous, on va le faire. Et même si c'est vraiment la deux-mesures, quoi. Mais ça existe depuis longtemps. Hein. Ce mot excès des mesures, ça qualifie tous les héros. Je fais ma prof de français là, l'hubris, ce qui caractérise tous les personnages type Ulysse qui exagèrent dans leur héroïsme et en général. C'était un péché chez les Grecs, l'excès. Ouais. Voilà, je sais pas pourquoi ça me sort comme ça, mais voilà. Non, mais c'est ça, mais c'est le problème en vrai de comme tu dis, c'est pas quelque chose de nouveau, mais les réseaux sociaux l'ont ramené devant et ils se sont dit allez on va ramener du caca, quoi, des trucs qui n'ont pas l'intérêt d'être présentés. Et donc, c'est un peu le problème des réseaux sociaux aujourd'hui, on va dire. Moi, ce qui me fait quand même halluciner, c'est sur TikTok, ça se passe chez toi, Pascal, aux États-Unis. C'est quand il y a des quiz sur la géographie. Mais franchement, c'est à mourir de rire. Non, mais là, dernièrement, t'avais juste un mec, il avait juste mis un tableau avec, donc, du coup, les États-Unis qui étaient représentés. Sauf qu'il a juste mis le tableau à l'envers. Et sauf que personne n'a réussi à reconnaître les États-Unis. Tout le monde a dit des pays, mais c'était improbable, même la Belgique ou des choses comme ça. Et non, c'était tout simplement les États-Unis, mais tout le monde se trompe en plus. Mais j'ai explosé de rire parce que sincèrement, tu te dis non, là franchement, il y a un niveau. Même il y avait des gens qui on leur dit oui, est-ce que tu peux citer 3 autres pays hors États-Unis? T'as des trucs qui n'ont jamais existé, quoi. Enfin, c'est fabuleux. Franchement, j'adore. Mais rassure-toi, faut pas aller très loin. Moi, tu demandes à une classe de 3e, tu peux rigoler. Hein. Aujourd'hui, en histoire, aujourd'hui un texte en 1940 quand même. C'est pas non plus la date la plus neutre de l'histoire du monde quand même. Non. Je demande ce que là ça leur évoque. J'ai quand même une élève qui me dit Madame, c'est la Révolution française. Je dis bah non. Ah non. Oh vache. Voilà. Oh la vache. Voilà. Après, je me suis dit, t'es devenu. Je vais peut-être défendre les élèves, pas forcément les élèves, mais les gens qui sont pas forcément du même continent, on va dire. Ça, c'est parce qu'on voit comme Aurel l'a dit sur les réseaux sociaux, parfois ils savent pas où mettre chaque pays. Mais en vrai, nous, on est européens, donc on sait à peu près, l'Allemagne est ici, l'Italie est là, l'Ukraine. Mais est-ce que vous serez capable, si je vous donne un État des États-Unis, de me dire où est cet État? Donc c'est plus compliqué, en fait. Ça dépend. Ça dépend vraiment si c'est un truc qui est populaire c'est genre Détroit, le Texas et Miami, je m'en démerde. Mais le reste, c'est même pas un État en plus. En plus, je te dis des villes. Enfin, je te mélange des villes et des États, c'est la merde, quoi.
Il y a Popeyes qui arrive en France, là, marque de burgers, etc., là, depuis 2-3 semaines. Et ils font ce test, justement. Est-ce que vous pouvez placer la Louisiane sur une carte des États-Unis? Et je crois qu'il y a une personne sur 20 qui arrive assez facilement parce que il voit ce que c'est la Nouvelle-Orléans et il sait le placer dans le sud des États-Unis. Mais tout le monde se gourre. C'est vrai que placer un État des États-Unis à part New York et la Californie, bon, en réalité, c'est vrai que c'est pas simple. Hein. L'Ohio, par exemple. Non, mais c'est pour ça que après, je pense que. C'est beaucoup plus grand. Hein. Ouais, c'est beaucoup plus grand. Mais pour le côté marrant, je pense que pour l'émission du 28, ne révisez pas. Ah. Non, mais c'est pas juste parce qu'il va gagner, Aurel. Je te rappelle qu'il nous fait faire le tour du monde depuis 2 semaines. Ah, mais peut-être je vais faire des pays plus durs ou peut-être des États, on va voir. Et de ma part aussi, on va voir, je vais ramener une grosse carte du monde et il y aura des challenges. Donc on va voir, on prépare encore. Je vais voir ça. Rien de méchant, vous en faites pas. Ne vous en faites pas, rien de méchant. C'est plus ou moins écrit dans le conducteur si vous scrollez en bas, donc si vous voulez un peu de spoil. Mais non. Voilà, pas de spoil. On va garder la surprise, on va garder le meilleur pour la fin. Surprise. D'accord, très bien. Donc voilà, c'était tout pour les questions influence. Donc beaucoup d'influence aujourd'hui. Et pour le coup, on va passer maintenant, justement après la géographie, au voyage autour du monde. On time, le voyage autour du monde. Et le cœur de l'émission, chaque semaine, on navigue à travers le monde. Et cette semaine, Aurel nous emmène dans une nouvelle contrée. Et ouais, on va en Norvège, donc pour un quiz exceptionnel qui va arriver dans quelques instants. La Norvège, je vous dis pas où c'est, mais bien évidemment c'est en Europe. C'est un pays qui existe depuis pas si longtemps que ça. Vous allez le découvrir dans le quiz, qui n'a pas non plus tant d'habitants que ça. Vous allez aussi le découvrir dans le quiz. C'est un pays où il fait essentiellement froid. Par exemple, la température en ce moment à Oslo, je vous la donne en 1000, il fait moins 2 degrés et on n'est que le soir et il va faire moins 11 degrés cette nuit. Et demain ils vont se réveiller avec un petit moins 4. Et en même temps, donc du coup, Vinka voulait nous présenter un de ses auteurs qui l'a inspiré pour le Point Culture, qui est un Norvégien que beaucoup de gens lisent. Et je laisse donc du coup la parole à Vinka avant d'attaquer le quiz. Oui, alors du coup, on va voir si ce que j'ai compris de l'œuvre de Jo Nesbø, donc un écrivain norvégien, un écrivain de policier norvégien, correspond à ce que tu vas nous dire de la Norvège. Et ça m'intrigue un petit peu. Parce que ce personnage, cet auteur Jo Nesbø est le créateur du personnage du roman policier Harry Hole. C'est un personnage dont j'ai lu la fiche Wikipédia, a dit qu'il était proche de Bosch, de Michael Connelly. Et là, je suis pas tout à fait d'accord. Mais on va voir pourquoi. Donc dans Jo Nesbø, on a une image assez sombre de la société norvégienne par les thèmes que ça raconte. Donc déjà, je vous situe un petit peu. Donc c'est l'histoire au tout début de l'histoire, c'est l'histoire de Harry Hole qui est un spécialiste en roman policier et qui est envoyé dans plusieurs pays du monde. Parce qu'il est devenu, et parce que c'est un expert des tueurs en série. Donc le premier, il est envoyé en Australie. Le deuxième, il est envoyé, je crois, au Japon. Et il traverse le monde dans les premières séries. Et justement, ces meurtres en série, ce que je trouve intéressant dans ces meurtres en série, c'est que c'est l'occasion pour le personnage et pour l'auteur d'aller assez loin comme beaucoup de romans policiers, mais dans le côté noir de l'âme humaine. Et il y a plein de thèmes qui sont traités de façon amère ou cruelle. Par exemple, le thème de l'amour. Le personnage, donc, qui est Harry Hole, a des amours toujours très tristes, très douloureux, parce que c'est un policier et parce qu'il est très addict à l'alcool. Le thème de l'amour et de la famille, qui est un thème normalement heureux, est aussi retourné parce qu'il a perdu sa mère très jeune, parce que sa petite sœur est handicapée, même si la petite sœur handicapée, c'est un peu le personnage solaire dans l'histoire. C'est aussi un beau-père extraordinaire et dans l'œuvre Fantôme, c'est assez bien retranscrit. Et donc, dans Jo Nesbø aussi, on questionne aussi le bien et le mal, comme on a encore dans beaucoup de romans policiers. Ça correspond tout à fait au genre. Mais à chaque fois, l'origine du mal, donc l'origine du meurtre, puisque c'est toujours des romans policiers, l'origine du mal est toujours ou très cruelle ou très banale, mais il y a toujours un truc qui nous retourne un peu le cerveau quand on en sort. Ce que j'ai noté aussi, ce qui pour moi, d'après ce que j'ai compris de la société norvégienne, est assez problématique, c'est le problème de la dépendance, parce que donc le personnage d'Harry Hole est alcoolique, et c'est dépeint avec beaucoup de réalisme, les effets, donc se réveiller, la nécessité
gérer l'addiction et les conséquences de l'addiction autour, dans la famille et dans les proches. Et ça, c'est très, très bien traité, je trouve. Et il parle aussi beaucoup de drogue et il invente des drogues. Et notamment, par exemple, il a inventé une drogue dans Fantôme, la fioline, qui est une drogue encore plus puissante que l'héroïne. Et cette idée de société qui est bouffée par l'addiction et par la drogue, c'est dans beaucoup, beaucoup d'œuvres. Il a écrit aussi, il a fait une réécriture d'Hamlet que je trouve assez réussie et dans laquelle aussi il y a cette image de la drogue qui est lancinante et qui est obsessionnelle. Ça montre aussi dans John Nesbo une société norvégienne extrêmement corrompue et là-dessus c'est la corruption de la société est omniprésente, donc j'ai une image assez négative de la société norvégienne. Et ce qui est amusant aussi, et peut-être que je suis beaucoup trop longue mais tant pis, la question de l'étranger est très présente et de l'autre. Comme c'est un personnage qui voyage à travers le monde, on a une société norvégienne qui est, d'après ce que j'ai compris, est très peu ouverte sur elle-même et il y a du mal à faire rentrer l'étranger. Et je trouve que c'était assez enrichissant de mettre un personnage norvégien dans une posture d'étranger. Ça retourne un petit peu les choses et ça remet un petit peu en question les problèmes de la société norvégienne. Bref, autre souci, et qui pour moi aussi, d'après ce que j'ai compris, tu me diras Aurel si je me trompe complètement, c'est le côté, la Norvège a collaboré malgré elle au régime nazi, et donc beaucoup de ces hommes ont fait la guerre du côté allemand. Et on a l'image et ça revient assez souvent, cette image de la guerre, et il y a un roman qui s'appelle Rouge-Gorge et qui est très bien fait parce que on est dans la tête des soldats endoctrinés, des soldats sur le front et qui sont donc victimes du conflit. Et moi je trouvais ça intéressant en tant que Française parce qu'on a toujours une image très négative, qu'on le veuille ou non, on nous bassine à l'école, les Allemands c'est les méchants, et c'est une réalité. Les gens qui étaient endoctrinés nazis étaient les méchants, mais les pauvres Allemands ou qui étaient envoyés au front, qui n'avaient absolument rien compris de pourquoi on les envoyait au front, eux ils n'avaient rien compris. C'est assez bien montré. Et donc pour finir avec John Nesbo et son écriture, ce que je trouve assez rare dans un roman policier, c'est son jeu avec, son jeu avec les points de vue, parce qu'on est tantôt chez les enquêteurs, tantôt chez les victimes, tantôt chez les meurtriers, et à plein de moments différents. Et ça, c'est assez perturbant parce que ça nous oblige d'être dans la tête d'un psychopathe ou de quelqu'un qui souffre énormément. Donc ça crée une sensation, tu sors pas bien de John Nesbo, mais tu t'es heureux d'être chez toi, mais t'es quand même pas bien. Et donc si je devais en recommander qu'un, il faudrait tous les avoir lus pour en profiter. C'est Le Couteau, qui pour moi est le summum de l'histoire d'Ariol. C'est son dernière enquête d'Ariol, et je trouve que c'est une enquête assez bien menée. Il y en a plein d'autres, mais je ne les ai pas toutes citées. Voilà. Yes, top, bon résumé en tout cas, parce que oui, tu revenais un peu sur la corruption et tout, etc. Alors, c'est un pays qui se veut exempt de corruption, mais c'est un pays où c'est pas comme encore la Suède ou la Finlande, par exemple, où ils font vraiment très, très attention, parce qu'il y a encore des cas de corruption. Alors, tu l'as dit, ça peut venir de sociétés qu'ils ont eu un petit peu avant, et entre la Russie, les nazis, etc. Il y a encore des mœurs qui sont pas bien soignées, et eux, quand ils ont un scandale, c'est que ça éclate, mais ça éclate sévère. Donc, il y a eu un scandale, par exemple, du logement des banlieues qui avait éclaté en 2016, c'est-à-dire que ça avait été quasiment un an de polémique où ça ne s'était pas arrêté. Mais voilà, ils essaient quand même de faire très attention, et John Nesbo, pour le coup, essaye de montrer un peu ce côté, pour le coup, un petit peu différent de la Norvège dans ses livres en même temps, donc c'est super intéressant. Et on peut y aller pour le quiz, du coup, si ça vous va. Allons-y. Oui. Avec quel est le surnom du coup qu'on donne à la Norvège? Est-ce que c'est A, le pays du sourire? Est-ce que c'est B, le pays du soleil de minuit? C, c'est le pays du soleil couchant? Ou D, le pays du soleil qui bronze sur les miches? Soleil couchant, on va dire peut-être. Je sais pas. Et pour Vinka? On t'entend pas, Vinka. Le pays du soleil qui brille. Non, ça n'a aucun sens, le pays du soleil qui brille. Par rapport à la météo. Parce qu'il fait froid, il n'y a pas beaucoup de soleil, donc il se couche, oui, je sais pas. Oui, ça va. Ça a peut-être plus de sens. Et c'est le pays du soleil de minuit, parce qu'une partie de la Norvège se situe au nord du cercle polaire, pour le coup, et donc du coup le soleil ne se couche pas en été. Faut le savoir du coup en Norvège.
Quel est le nom de la monnaie norvégienne ? Est-ce que c'est A, la livre norvégienne, B, c'est le forint, C, l'euro ou D, la couronne norvégienne ? Moi, je triche parce que du coup, ça, je sais. La couronne norvégienne. J'allais dire ça aussi, même si je sais pas, ça sonnait bien. Et ouais, ils sont pas dans l'euro au niveau monétaire. Donc la Norvège, ils ont quitté le système un petit peu bancaire européen en 78. Donc ça fait très longtemps qu'ils ne veulent pas en entendre parler et ils en entendront sûrement jamais parler. Et donc du coup, ils veulent vraiment rester libres par rapport à ça. La Norvège est connue pour ses fjords. Mais c'est quoi ? De quoi s'agit-il ? Est-ce que c'est A, de hauts plateaux érodés, B, des yaourts typiquement norvégiens, C, des vallées creusées par un glacier et envahies par la mer, ou D, le nom d'une voiture populaire en Norvège désignée par l'architecte PMK ? Ça aurait été bien. C'est pas des yaourts. Je crois que c'est ce qu'il y a sur les yaourts, c'est-à-dire les montagnes. Ouais. Enfin, je crois, hein. C'est ça, c'est bien des vallées creusées par un glacier. Ouais. Et la particularité des fjords, c'est que donc ce sont des montagnes donc qui sont creusées par un glacier, mais qui sont envahies par la mer au niveau du mètre zéro. Donc voilà, c'est la particularité des fjords pour le coup, donc en Norvège. Sinon, bien évidemment, il y a les yaourts, mais le nom a été donné par les Français au yaourt fjord juste pour le côté blanc. Qui n'a rien à voir finalement. Non, voilà. Avec quel pays la Norvège partage-t-elle la frontière ? Est-ce que A, c'est seulement la Suède ? Est-ce que c'est B, la Suède et la Finlande ? Est-ce que C, c'est Suède, Finlande et Russie ? Ou est-ce que c'est D, Suède, Finlande, Norvège et Danemark ? C'est pas simple, hein. Parce que c'est... Je dirais la 3 parce que je vois, ou la 4 parce que je suis très nulle en géographie. Ouais, moi, si elle est au milieu, elle peut facilement toucher la Suède, la Finlande, le Danemark. Bon, la Russie, je sais pas trop comment, mais enfin, je suis pas très loin en géographie. Par le haut, je suis très nulle. Ah non, je pense. Bon, ils sont les 3 collés en vrai. Donc, mais après, ils sont un à un. Donc, et je sais pas. Sachant que la Norvège est le plus à droite. Hein. Après, c'est possible qu'ils sont connectés par le. Comme Vinka l'a dit, ils sont connectés par le. Moi, je vais dire les 3, comme Vinka. Ils sont peut-être connectés par le haut. Les 4. C'est une bonne réflexion parce qu'ils sont bien connectés par le haut. Ouais, Suède, Finlande et Russie sont bien connectés par le haut. Ouais, il y a bien donc une toute petite partie de la Russie et donc du coup il y a une partie de la Finlande et également de la Suède et tout se rejoint par le haut. Combien d'habitants compte la Norvège selon vous ? Est-ce que c'est 3 millions d'habitants, 5,5 millions d'habitants, 7 millions d'habitants ou 13 millions d'habitants ? Il ne semble pas qu'ils sont si... Oui, tu nous as dit pas beaucoup. Hein. Ouais. Donc, pour être que 3 millions, genre même pas à Paris. Moi, je dirais un peu plus. J'expliquerais qu'ils soient... Mais je connais rien. Mais genre, ils n'aiment pas les étrangers. Qui restent 3 millions. J'aurais dit dans les... T'as dit 5 millions ? Ouais. Moi, je vais dire dans les 5 millions dans ce cas-là. Bah, c'est bien 5 millions. Ouais. 5 millions 500 000 habitants. Ouais. Ouais, pour le coup, ils sont pas énormes. En même temps, bon, pour aller habiter en Norvège, déjà, faut aimer le froid. Et de deux, en effet, oui, c'est des pays où ils ont un petit peu du mal avec les personnes étrangères. Que trouve-t-on sur le drapeau norvégien ? Est-ce que c'est A, une croix bleue ? Est-ce que c'est une étoile bleue, un écusson jaune ou un flocon jaune ? Peut-être l'écusson jaune, je sais pas. Ah, je sais pas, Moi non plus, et je vais pas retricher, parce que je sais qu'il y a du bleu, parce que je l'ai vu quand je vais aller regarder les frontières, je l'avoue. Mais j'ai regardé après. Je sais pas. Ah, je sais pas. Moi, je sais pas. Moi, je vais regarder après aussi, mais je sais pas pour le moment. C'est bien une croix bleue pour le coup. Ça forme une croix bleue limée de blanc avec coup les rouges. Et il y avait une publicité qui était très marrante parce que c'était une publicité de compagnie aérienne qui est norvégienne pour le coup. Qui avait fait un spot publicitaire, enfin non, une affiche publicitaire où juste en gros avec un petit carré qui plaçait à certains endroits du drapeau norvégien où ça donnait les destinations de pays. On pouvait donc du coup voir juste avec un petit zoom donc du coup qu'on pouvait aller en Russie, un autre zoom on pouvait aller en Bulgarie, etc. Enfin c'était vraiment très bien fait. La Norvège a 2 langues officielles. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Il me semble pas.
Et vu qu'ils n'aiment pas les étrangers, je pense qu'ils ont juste leur langue. Hein. Oui, c'est faux. C'est vrai. Ils ont le Bokmat et ils ont le Niorsk. Oui, donc c'est quand même leur langue à eux. Hein. Voilà, c'est leur langue à eux, oui. C'est comme les Belges avec le flamand. Quel est on va vite plutôt terminer. À quel pays fut unie la Norvège de 1814 à 1905 ? Est-ce que c'est A, la Finlande, B, la Russie, C, la Suède ou D, le Kiefer-Standaboul, qui était une parcelle dans le jardin des arrière-grands-parents de Vinka qui était considéré comme un pays ? Non. Je sais plus. Je sais pas. La Finlande. Ouais, Il y a soit la Finlande, soit la Russie, soit la Suède, ou soit le jardin de tes grands-parents, de tes arrière-grands-parents. La Finlande. Je sais pas pourquoi la Finlande. Ouais, allez, la Finlande aussi. Eh ben, c'est la Suède. On est nuls. Hein. Ouais. L'union est mise en place par le traité de Kiel par lequel le Danemark cède la Norvège à la Suède. Cependant, les Norvégiens déclarent leur indépendance. Il y a une petite guerre, une courte guerre qui a pu aboutir sur la Convention de Moss où la Norvège donc du coup a accepté l'union et elle a pu conserver sa constitution et son administration pour donc devenir donc ce beau pays qui est la Norvège. On va terminer avec deux petites questions tout courtes. La Norvège est le pays qui totalise le plus de médailles aux Jeux Olympiques d'hiver depuis leur création en 1924. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Moi, je dirais faux. Je sais pas. Ça me paraît beaucoup de médailles pour une si petite population. Et tu as d'autres pays froids comme la Russie ou d'autres. Donc, moi, je dirais faux. Après, faux aussi. Aurel, ton micro n'est pas ouvert. Pardon. Eh bien, c'est vrai. C'est pas faux, c'est vrai. Ils ont en totalité 405 médailles au total depuis 1924. C'est énorme pour le coup en termes de récompenses qu'ils ont, mais ils ont une culture sportive très stricte et très sur la compétition là-bas. Donc ça explique aussi les bons résultats qu'ils ont. Ça commence à devenir un peu moins vrai sur certaines épreuves, par exemple de ski, etc. Mais sur d'autres épreuves en neige, ils sont implacables. C'est monstrueux. Et dernière question, quel poisson surnommé le cabillaud d'hiver est caractéristique de la Norvège ? Est-ce que c'est A, le saumon, B, le skredge, C, le goujon ou D, le PMK ? Et seulement. Le saumon. Moi, je dirais le saumon aussi. C'est le skredge. Ouais, oui. On est bien. C'est le skredge. Mais c'est quoi le skredge ? On sait même pas ce que c'est. Donc. C'est un espèce de cabillaud qui est disponible uniquement pendant la saison hivernale et qui est très recherché par les chefs des grands restaurants pour le coup, parce que ce cabillaud, il a vraiment un peu ce goût frais parce qu'il vit donc du coup dans la mer au nord de la Norvège et il est vraiment considéré comme un poisson hyper frais et qui est assez facile à cuisiner mais qui a un goût vraiment particulier de frais. C'est comme si vous mangez un cabillaud au caviar en gros pour le coup, pour faire simple. C'est un peu l'exemple que je peux vous donner, mais c'est vraiment quelque chose qui est recherché par les chefs vraiment très fréquemment pour le coup et on n'en trouve pas comme ça. Ça se trouve vraiment sur cette période-là, donc du coup de l'hiver qui est en train de se terminer. D'accord. Ah non mais c'est intéressant. Je pense pas qu'on va en manger donc. À moins que Vinka en ait. Tu as ton micro qui n'est pas allumé, Vinka. Oui. Je disais que quand tu nous parlais du mélange entre cabillaud et caviar, il fallait au moins avoir la rêve du caviar. Bien la rêve du cabillaud, mais pas celle du caviar. Oui, c'était pour montrer un peu quelque chose de luxueux, mais oui, c'est quelque chose qui se cuisine dans les restaurants et quand vous prenez ce poisson au restaurant sur une grande carte, vous n'en avez pas pour 40 €. Vous commencez plutôt à en avoir pour 140 ou 180 €. Voilà. Ça fait beaucoup. Voilà. Ah, oui. Je peux vous raconter une anecdote technique qui m'amuse beaucoup parce que déjà je galère avec mon micro depuis un temps. Vas-y. Là, ça fait quand même bientôt 2 ans ou 3 ans qu'on fait ça. Je viens enfin de me rendre compte que si j'appuyais sur mon micro il s'activait tout seul. Voilà, c'est tout. Je galère depuis 2 ans. Moi, vaut mieux tard que jamais. Voilà. Je suis fière de moi. Et en parlant de tard, il commence à se faire tard et je pense qu'on va terminer l'émission pour ce soir. Yes. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine et la semaine après, on se donne rendez-vous encore IRL, comme on dit.
ici. Et donc avec plein de surprises et plein d'autres choses. Et je vais laisser le mot de la fin cette semaine parce qu'on fait plus souvent, mais je vais le laisser à Aurel. Allez, cette fois-ci. Kenavo. Voilà, pour la Bretagne. Très bien. C'est beau. Allez, ciao. Ciao, bonne semaine. Bisous. On Time. On Time. Avec Aurel, Pascal et Vinka. On Time.